sama càmmiñ dalal jàmm ak salaam. Nyikienu. Neewongo. Bere. Audanse. J'ai divisé cette expérience en 2 épisodes au lieu d'un seul afin de rendre l'écoute plus agréable. Les 2 épisodes sont diffusés le même jour. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, c'est Yamboulia qui nous raconte son parcours. Celui d'un jeune bachelier qui quitte son Burkina natal en 1999 pour faire des études en chirurgie dentaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Diplôme de chirurgie dentaire en poche, il décide de poursuivre son apprentissage à Marseille, où il fera un master en santé publique et un autre cursus en coopération internationale. C'est à Paris qu'il entamera une carrière dans une ONG en tant que conseiller technique, puis chargé de projet. Malgré des perspectives de carrière promettrices en France, il décide de rentrer pour créer son cabinet dentaire, mais aussi prendre la relève sur d'autres projets familiaux. Yamboulia nous explique son parcours de chef d'entreprise multicasquette et ses défis après 20 ans hors du continent. Bon. À quel moment tu décides finalement de rentrer? Parce que tu as fait plusieurs tentatives de départ, j'ai eu l'impression, au fil des années. Oui, c'est vrai, j'ai eu plusieurs tentatives de départ. Ma volonté depuis toujours a été de revenir, de servir le pays. Et puis, il y a eu toujours ce temps de se dire, est-ce que c'est le bon moment ou pas, qui m'amenait donc à rentrer régulièrement au pays, à tâter le terrain, comme on dit, quoi. Et puis, arrivé à un moment donné, j'avais ce sentiment de faire un grand écart. En fait, je ne réalise pas grand-chose peut-être en France. Et puis, je suis pas à fond. Je pose des actes, je mène des activités en me disant, ben c'est temporaire, je vais rentrer. Quand je rentre au pays aussi, le fait d'être toujours à cheval entre les 2 pays à un moment donné, quand on ne croit pas en son projet, en fait, on ne peut rien faire, quoi. Après, il y a eu un déclic. Et ce déclic, en fait, il est lié à 2 aspects. Le premier aspect, c'est que professionnellement, c'est vrai que j'avais un bon boulot qui avait un rapport avec mes études, ce qui est très important en France le plus souvent quand on rentre dans cette démarche de changement ou de naturalisation. Il y a aussi eu un événement majeur dans ma vie où j'ai eu un accident. Quand j'ai été indemnisé, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre ou est-ce que je reste en France et je me reconstitue? Ça a été le déclic pour moi. C'était peut-être le bon moment ou le mauvais moment. En tout cas, à partir de ce moment, j'ai décidé de tout balancer, en guillemets, en tout cas de lâcher prise en France et de venir voir comment je peux me réaliser au monde. Cette vision n'était pas un saut d'humeur puisque un projet de cabinet de mettre en place une clinique dentaire de référence. Donc, j'avais un choix de sélection de matériel, j'avais un choix de sélection de la localité ou de la zone où j'allais vouloir m'installer. Oui, ça a été un très long processus qui a duré, on va dire, entre 7 à 8 ans, en fait, environ. Sur combien de temps de vie au total en France? Je suis arrivé à Dakar, en fait. Avant d'arriver en France, j'ai fait mes études de chirurgie dentaire au Sénégal. Donc, je suis arrivé au Sénégal en 99. Et après mes études au Sénégal, j'ai atterri à Marseille pour faire un master en santé publique. Et parallèlement, j'ai fait une école de relations internationales et de coopération. Et je suis arrivé à Marseille donc en 2007. Donc Paris 2009, j'ai commencé dans une structure, dans une ONG, en tant que conseiller technique. Et puis j'ai gravi les échelons et puis j'ai fini donc chargé de projet. Et quand je quittais, oui, j'avais d'autres propositions très intéressantes dans cette structure, mais c'était un choix cornélien, je sais pas, mais en tout cas, est-ce que je reste toujours en France sachant que je ne m'épanouissais pas forcément, ou est-ce que je décide de rentrer pour me réaliser moi-même et apporter et se sentir un peu utile. Voilà, je dis pas que là où j'étais pas utile, puisque c'était une ONG qui travaillait dans les pays en voie de développement, Laos, Madagascar, Cambodge, Haïti et autres.
Au début donc de mon travail, même dans cette structure, le premier stage, c'était au Burkina, dans la région de Ouattara, où j'ai eu à évaluer un projet qu'ils avaient sur l'accès aux soins dentaires en zone rurale. Donc c'est quelque chose qui m'a motivé, m'a intéressé. Donc oui, j'étais peut-être utile, mais finalement j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de passer à autre chose. Je me suis donné 5 ans dans cette structure et finalement, de 2009, j'ai quitté, c'est en 2019. Donc, ouais, de 5 ans, je me suis retrouvé à faire 10 ans dans cette boîte. Mais 10 ans, pas 10 ans faciles, hein. 10 ans où j'étais vraiment attaché à la structure parce que quand j'ai intégré la structure en 2009, en 2011, on a eu des licenciements économiques. Donc, j'ai dû faire un renoncement à des avantages sur le plan financier, hein, pour consolider cette structure, parce que c'était une ONG, c'est vrai, qui dépend de fonds publics, mais aussi du financement privé. Et donc oui, je me suis dit, pourquoi ne pas se donner, parce que l'objectif premier de cette ONG, c'était diriger vers les pays en voie de développement, et j'étais vraiment dans mon élément, en guillemets. Voilà. D'accord. Donc, tu cherchais pas un autre travail parce que tu restais quand même attaché à cette structure-là et à ses valeurs. Voilà, je suis resté attaché à cette structure et à ses valeurs, jusqu'à présent d'ailleurs, parce que c'est pas un paradoxe, mais c'est vraiment l'attachement à cette structure. Aujourd'hui, donc, de salarié dans cette structure en tant qu'étudiant, à chargé de projet au multi-pays. Quand je quittais en 2009, j'ai intégré le conseil d'administration donc de la structure. Même étant au Burkina, donc je participe en tout cas au développement, en tout cas des activités de la structure, toujours dans les pays en voie de développement. Demain, il y a l'assemblée générale donc de la structure et je crois pouvoir intégrer le bureau de la structure parce que il y a eu des sollicitations, mais aussi je me sens bien que distant, apte en tout cas à intégrer la structure dirigeante de cette ONG pour apporter ma contribution. Voilà. De Dakar à Paris, quel cheminement le jeune Yamboulia fait à ce moment-là, de se dire, bon, j'ai fini dentiste, tu aurais pu rentrer à ce moment-là à Ouaga et tout de suite travailler. Pourquoi tu choisis de partir à Paris? C'est Marseille, oui. Ça c'est long à expliquer. D'abord, dans mon cheminement, j'étais pas, j'étais un élève, on va dire moyen. J'avais de bonnes notes, les parents étaient très contents de moi. Et puis, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'avais envie de faire toute autre chose. J'avais envie de faire de l'informatique ou du génie industriel. C'était d'ailleurs mon premier choix, génie industriel, parce que je me voyais un peu dans la conception de mécanismes, en tout cas pour améliorer certaines choses, notamment dans le secteur minier, parce que je savais que à l'époque déjà il y avait un boom minier. Et quand j'ai eu mon baccalauréat, étant jeune et dans nos contrées, il y a ton choix et puis il y a le choix de tes géniteurs souvent. Donc, je me suis retrouvé après discussion avec mes parents à devoir choisir entre médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire. En tout cas, quelque chose qui a trait avec le médical. Je me voyais mal en train de faire 8 années de médecine, après une spécialisation dans une discipline donnée. Pharmacie, je néglige pas, je respecte beaucoup les pharmaciens, mais bon, je me disais, j'allais finir la pharmacie, j'allais être en officine et autres. Et puis, mon choix s'est porté sur la chirurgie dentaire parce que, c'est quelque chose de manuel, parce que je suis très manuel déjà. Et puis, le cursus, donc le curricula en chirurgie dentaire était plus court qu'en médecine. C'est 5 ans de théorie plus une 6e année pour soutenir, pour finir docteur d'exercice en chirurgie dentaire. Ce fut un choix, on va dire, un choix sans être un choix. Et puis, j'ai repris ma première année de médecine parce que je venais de quitter mes parents à 18 ans, la liberté et tout ça.
Les parents étaient pas sévères, mais stricts, on va dire. Et là, tu te retrouves à 18 ans, indépendant, chez soi, sans tuteur véritable, avec un peu de revenus. Bon, voilà. Ouais, je me suis un peu amusé à ma première année. Et puis finalement, j'ai eu des amis qui étaient moins âgés que moi, qui venaient me retrouver en première année de médecine. Je me suis dit, ah là, il faut te ressaisir, quoi. Et puis, bon, le cursus a été clean jusqu'à la fin. Et quand j'ai fini donc la chirurgie dentaire, que j'aimais bien et que j'aime toujours d'ailleurs, je me suis dit, est-ce que tu vas rentrer, exercer, passer toute ta vie dans la bouche des gens? Parce que je suis très associatif. Pendant mon cursus à Dakar, j'ai intégré le bureau de l'association des étudiants burkinabés, des étudiants et stagiaires burkinabés à Dakar. Donc oui, quand j'ai fini, je pouvais exercer, mais j'avais envie d'ajouter autre chose. J'avais envie de ne pas rester clinico-clinicien, d'avoir une vision large sur la santé. Et c'est ce qui m'a amené à faire santé publique, et parallèlement donc à mes études de santé publique, j'ai fait des études en coopération internationale parce que j'aimais aussi parler, j'aimais avoir à donner mon avis en fait sur l'évolution de ma société, pas du monde de façon générale, ça sera prétentieux, mais de ma société, de comprendre certaines problématiques et puis essayer d'apporter des solutions tout en sachant qu'on ne réinvente pas la roue, c'est vrai, mais ça permettait d'avoir en tout cas d'autres angles de réflexion pour pouvoir apporter à son niveau des solutions qu'on estimait ou qu'on estime pas adéquates. Donc c'était nullement l'envie de ne pas retourner finalement, parce qu'il il pouvait y avoir cette envie-là de rajouter des études aux études pour ne pas revenir parce qu'on se sent pas prêt à affronter les parents, on se sent pas prêt à être l'enfant qu'ils veulent qu'on soit. Non, ce n'était pas ça, mais c'est vrai que ce n'était pas ça, mais c'est vrai que pendant le cursus, effectivement, on cherche à avoir un peu d'autonomie parce que malgré les études, malgré l'âge, les parents sont toujours, en tout cas, je ne dis pas que c'est à mon niveau seulement, la maman ou le papa a toujours ce sentiment que le docteur est toujours, malgré tout, le petit bébé qu'ils ont connu. Et puis, ils avaient envie de donner leur point de vue. Moi, j'ai pas vraiment vécu ça comme ça, mais effectivement, oui, j'avais envie de faire mes propres choix, sans que ce ne soit guidé par une volonté ou une autorité parentale quelque part. Et c'est vrai que quand j'ai fini mes études, mes parents auraient souhaité ou auraient voulu que je rentre directement à exercer. J'avais pas envie de ça. J'avais envie d'avoir aussi d'autres cordes à mon âme, comme je l'ai dit, en fait d'être moi-même. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas, je me suis retrouvé en tout cas à rentrer et à affronter certaines choses. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Je reviens un peu en arrière. Il y a un moment où je vais cumuler deux choses que tu dis. Est-ce que tu peux les éclaircir pour moi? Tu parles de servir le pays, être utile à ton pays. Par quoi vous pourrez passer cette utilité-là? Et tu parles tu réalisais pas grand-chose en France. C'est quoi ne pas réaliser grand-chose en France? Ouais, c'est vrai que alors réaliser pas grand-chose en France, c'est que quand on est en Afrique, le plus souvent, on se dit l'Europe c'est l'Eldorado. Je ne dis pas ça dans le mimétisme de ce que tout le monde dit, mais quand tu arrives en Europe, tu deviens un peu la personne sur qui il y a beaucoup d'espoir. Tu devais être en fait excellent dans ce que tu fais et puis apporter aussi quelque chose à ta communauté qui est restée sur place. Et quand je parle de communauté, c'est dans l'esprit familial. Hein. Oui, j'avais un bon salaire, mais j'avais pas. Je passais un certain nombre d'années en France, j'ai pas acheté. J'avais la possibilité d'acheter. Donc j'étais toujours dans l'équilibre, ce grand écart entre la France et l'Afrique, enfin le Burkina particulièrement. J'étais utile probablement dans le boulot que je faisais. J'apportais ce que je savais faire le mieux en termes de prestations intellectuelles et autres. Et j'étais salarié, contrairement au Burkina où je me retrouve gestionnaire
d'un centre de santé avec des employés à ma charge. Donc, je crois que je crée de l'emploi. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est au niveau micro. Mais au niveau macro, j'ai des patients qui ont des problématiques de santé que j'arrive à soulager avec un plateau technique que j'estime être à la pointe. Et oui, je me sens plus utile là que quand j'étais en France où j'étais salarié dans une structure où mes problématiques étaient plutôt de savoir comment j'allais payer mon loyer, comment j'allais satisfaire certains besoins en Afrique avec certaines sollicitations et puis comment j'allais vivre. Donc j'étais dans, je ne veux pas dire égocentré, mais oui, c'était un peu ça. Je vivais pour moi. J'emploie des gens, je crée de l'emploi, je me prends en plein fouet les impôts. Ce sont pas les mêmes réalités qu'en France. Parallèlement à une structure dentaire, je gère un établissement d'enseignement avec environ 40 employés et 500 élèves. Et puis, je gère également avec la famille une ferme où on a des productions d'agrumes et autres. Donc, en fait, oui, je suis multitâche, multiport. J'ai pas les mêmes revenus qu'en France. D'ailleurs, je suis très endetté et ça rapporte peut-être rien. Mais oui, je suis plus à l'aise. J'ai une meilleure qualité de vie et puis je sens que je suis utile à ma communauté. Même si moi, je ne vis pas de ça pour le moment, j'arrive à nourrir des familles. Et ça, c'est quand même quelque chose de très personnel et qui me reconforte à l'idée que j'ai pas fait un mauvais choix. Mon projet initial de retour, c'est le cabinet dentaire, hein. C'est ma profession, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je sais faire le mieux. Et puis, les deux autres activités, ce sont des choses, malheureusement, de la vie, hein. J'ai eu un personnel aussi qui a consolidé aussi cette volonté de rester. Père qui a initié ces activités et qui était en phase de début décède. Donc, il faut prendre la relève avec ses bons et mauvais côtés, avec ses dettes et ses investissements. Donc ça, ce sont des choses qui me sont tombées dessus quand je suis rentré. Puis j'étais un peu engagé politiquement. Politiquement, c'est même peut-être pas le terme. J'étais engagé, on va dire un citoyen engagé. Donc j'appartenais à des structures associatives qui essayaient d'intervenir un peu sur le devenir politique du Burkina. Oui, donc mes va-et-vient étaient pour le cabinet, mais aussi pour ces activités-là, parce que je me disais que on pouvait être utile autrement. Prendre position sur des choses, sur l'évolution de la société. Et ça, ça a toujours été quelque chose qui m'a motivé. Donc, ce sont des activités comme ça que je gérais. C'est pas forcément lucratif, mais oui, ça prend du temps. Et ça, c'est peut-être hérité de ton passé aussi d'engager dans la vie associative estudiantine. Ce côté un peu engagé dans la société, parce qu'on est la société finalement. C'est ce côté qui a toujours fait que je n'ai jamais voulu rester entre quatre murs et sur mon fauteuil dentaire, qui a voulu que je fasse autre chose pour avoir une vision globale de certaines choses. Et je me suis dit, au lieu d'aller faire sciences politiques, et peut-être que je peux toujours faire sciences politiques, mais on apprend sur le terrain, mais apprendre plus ou appréhender mieux la santé de façon générale dans son pays ou dans les autres pays, ça permettait d'avoir en tout cas des arguments au-delà de l'aspect clinicien que l'on peut être en tant que médecin et chirurgien dentiste, d'avoir aussi à impacter sur des politiques de santé au lieu que ce soit des personnes qui soient dans leur bureau, qui ne sont peut-être pas cliniciens et qui ne connaissent peut-être pas toutes les réalités de ce que c'est que la pratique médicale en tant que telle et qui décident à la place donc des cliniciens. Mais sur le plan associatif et le plan de la communauté, effectivement, oui, on ne peut pas rester muet face à certaines choses. Et même si on est muet, sans forcément s'égosiller sur la place publique, on peut être pragmatique en apportant de l'aide ou en apporter quelque chose, quoi. Voilà. Là, tu arrives au Burkina pour t'implanter de manière définitive, mais ton retour est attendu dans ta famille, entre frères et sœurs. Vous gérez des choses ensemble. Donc,
le sentiment d'être attendu est toujours meilleur, j'ai l'impression, dans le cadre d'un retour. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas attendus, hein. Oui, c'est vrai, il y a le sentiment d'être attendu, mais c'est pas le sentiment d'être attendu qui a été le déclic, c'est déjà moi en tant que Yamboulia, en me disant est-ce qu'aujourd'hui est-ce que tu restes en France ou est-ce que tu restes sur tes positions depuis ta première année d'université en se disant ben je finis, je rentre. Moi j'ai eu un déclic personnel déjà et puis effectivement le tissu familial et social facilite certaines choses, hein. C'est pas que ça conditionne tout, mais ça peut faciliter. L'autre chose aussi qui m'a retenu aussi un peu longtemps dehors, où j'ai pas vraiment évoqué, c'est ma petite sœur qui a eu son baccalauréat et qui dans une famille, une fratrie de 4 personnes, je suis le deuxième de cette fratrie-là. Tout le monde après le baccalauréat, ils sont allés à l'extérieur parce que bien évidemment les parents avaient la possibilité et puis nous avons eu aussi des bourses, hein, il faut le reconnaître à l'État de Burkina Faso parce qu'on avait quand même des moyens qui nous permettaient cela. Ma petite sœur, quand elle a eu son baccalauréat, c'était la dernière, et puis les parents ne voulaient pas qu'elle le quitte parce qu'ils étaient très retraités, on va dire, hein. J'ai usé de toutes mes forces à ce qu'elle vienne en France faire des études en agroalimentaire. Et la condition, c'était nous, on ne peut pas supporter ta petite sœur en guillemets, c'était une parole, hein, mais c'était c'est des arguments pour qu'elle puisse rester à côté, voilà. Et puis j'ai dit non, mais c'est pas grave, moi je vais m'occuper de lui trouver une université qui fait de l'agroalimentaire parce que c'est ce qu'elle avait envie de faire, et puis je vais l'accompagner. Et donc ces 2 premières années, j'avais une obligation, on va dire morale aussi de rester sur place et de l'accompagner. Okay. Et quand elle a eu sa licence, aujourd'hui elle est ingénieure en agroalimentaire, mais quand elle a eu sa licence, je me suis dit, ben là, elle est devenue grande, elle peut se débrouiller seule. Je reviens sur moi-même, sur mon projet initial de retour. Voilà un peu aussi ce qui m'a permis de faire, ce qui a été le temps long du retour, on va dire. Tu revenais souvent au Burkina, tu étais engagé dans certaines activités au Burkina. Ta famille était très favorable au fait que tu rentres finalement pour que vous puissiez gérer on va dire des activités en commun. Mais avec ce climat très très favorable, est-ce que tu as quand même eu des difficultés de réimplantation au Burkina? Ah oui, mais oui, c'est évident. Mais oui, c'est ça le sujet. Oui, il y a des difficultés partout, mais c'est ça le sujet, effectivement, c'est vrai. C'est pour ça que je disais que la famille c'est pas le détermine, ça peut conditionner, mais c'est pas ça qui détermine tout en vérité. Déjà, sur le plan personnel, quand tu décides de rentrer, c'est toute une organisation, ce sont des compromis que l'on fait, et puis, on décide de tout reprendre à zéro, en guillemets. En tout cas, dans mon cas, parce que j'étais dans une phase de création d'entreprise et de consolidation de cette structure, créer sa structure, et là, c'est le premier choc, quoi. Parce que et si ce combat devait avoir un titre, ça peut être quoi pour créer sa structure, le combat? Parce qu'on sait qu'il y a Mohamed Ali, Joe Frazier, il y a David et Goliath. À quoi ressemble ce combat-là? Non, mais c'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout ça, de David, de Goliath, de Tyson et autres. C'est déjà alors quand on est en France ou quand on est en Europe et qu'on a des amis qui sont de passage, qu'on a des personnes qui sont de passage, qui semblent, j'utilise bien le terme, qui semblent s'épanouir dans leurs activités au pays, qui te disent, mais qu'est-ce que tu fous ici dans un appartement de 30 mètres carrés? Ben, rentre, tu gagneras mieux en qualité de vie, nous sommes sur le terrain, on va t'aider et tout ça. Ben, en fait, quand tu as tout ça qui te motive, qui te donne un peu la niaque de rentrer, et quand tu rentres et que ces mêmes personnes, tu ne les vois plus, tu te dis, ah ben, il y a un problème.
Ça, je crois que tous ceux qui sont dans des projets de retour ont peut-être vécu ça. Mais pour moi, c'est plus dans dans les réalités, pour créer une structure au-delà de ton projet, il y a un peu d'administratif. Donc, en fait, tu es confronté à l'administration de ton projet de création, aux autorisations et les agréments. C'est un parcours de combattant avec des réalités, avec des choses qui te surprennent. Enfin, je suis pas rentré dans les cas de corruption, mais l'administration ici n'a pas l'administration ici est très lente déjà. Ça, c'est le premier point. Mais qu'est-ce qui te surprend? Tu dis il y a des choses qui te surprennent. Qu'est-ce qui peut surprendre quelqu'un qui vient de France et qui crée une société? Ben en fait, déjà pour avoir toutes les informations, on va dire les informations pour créer une structure ici, déjà même pour avoir le document pour remplir les dossiers et puis avoir la liste exacte, déjà, il faut taper à 70 bureaux. Personne ne sait où c'est, mais tout le monde sait qu'on le fait. Ça, ben, en fait, c'est la fuite de responsabilité, je vais dire, un peu dans l'administration ici. En fait, c'est mon point de vue, hein, c'est mon ressenti, en tout cas, quand j'étais dans cette phase. Voilà, et en plus, c'est très long. Et mieux, il y a des gens qui sont payés pour faire ce travail, mais finalement, en fait, il faut les payer encore pour qu'ils puissent faire le travail pour toi. Donc, je parle de cette gangrène qu'on peut appeler la corruption ou qu'on peut appeler la facilitation, je sais pas, mais c'est quand on rentre dans la motivation. Ça, on se dit, la motivation, voilà, c'est peut-être ça, voilà, le bon terme, ça doit être ça, la motivation. C'est surprenant. Les réalités sont pas les mêmes. Ça, c'est un. Après, tout ce qui est motivation, quand tu es dans un pays comme la France où tu es auto-entrepreneur ou quand tu es en train de créer quelque chose qui a de la valeur ajoutée, je compare pas la France à l'Afrique, c'est un État fort, contrairement au nôtre où il y a beaucoup de choses à améliorer ou en tout cas à consolider. Tu te dis, ben il y a peut-être des facilités. Tu crées ta structure administrativement parlant qui n'a peut-être même pas fonctionné parce que tu as une référence et que tu as un numéro unique d'identification au niveau donc de l'administration et que tu attends des agréments, des autorisations pour pouvoir fonctionner. Au bout de la première année, ben on te taxe sur un chiffre d'affaires prévisionnel. Et ce chiffre d'affaires prévisionnel, c'est quoi? C'est que tu as imaginé ton business avec un business plan plus ou moins réaliste pour pouvoir taper à des portes afin d'avoir des financements. Mais l'administration des impôts te taxe sur ton chiffre d'affaires prévisionnel. Il y a quand même quelque chose. Pendant que dans d'autres pays, on t'incite à t'exonérer un peu des taxes pour pouvoir en fait te consolider. Ou on t'accompagne. Ici, c'est tout à fait le contraire. En tout cas, de ce que j'ai vu. Et finalement, après, quand tu apprends qu'il y a une possibilité d'avoir des agréments, donc de rentrer dans un code d'investissement pour pouvoir avoir une exonération de taxes, tu as des personnes qui te disent oui, mais pour avoir ça, nous on peut t'aider à constituer le dossier, mais il faut payer telle somme, sachant que ce sont des personnes qui sont là pour ça. Ouais, ce que je suis en train de dire, c'est un peu anecdotique, c'est à mon échelle, mais je me dis que si c'est comme ça à mon échelle pour une petite structure, pour les grosses structures, ça doit être pire. Et cette taxe-là, à combien % de ce chiffre d'affaires que toi tu as imaginé? Ce chiffre que toi tu as imaginé, c'est pour attirer des investisseurs. Donc c'est un chiffre. Exactement. Si tout se passe très bien. Et tout le monde sait que pendant les 3 premières années en général, rien ne se passe comme dans ce business model-là. Donc, ce chiffre que toi, tu as imaginé pour attirer des investisseurs devienne ton bâton qu'on utilise pour te battre parce que c'est sur ce chiffre-là que tu es taxé. Enfin, il y a toute une kyrielle de taxation, que je ne saurais pas citer de tête comme ça, mais si je prends le document, ouais, c'est machin, mais ça tourne autour de 10% environ. Okay. 10%, c'est quand tu fais un business plan, il faut déjà croire à ton projet, il faut être optimiste. Il y a des arguments pour motiver les investisseurs. Enfin, les investisseurs, c'est même qui? C'est essentiellement la banque, parce qu'on n'a pas de business angel en tant que tel.
Donc, c'est essentiellement la banque. Et la banque aussi, ça aussi, c'est un autre des chocs. Mais bon, je reviendrai peut-être là-dessus. Donc, ouais, c'est environ 10%. Et 10%, c'est quelque chose que tu as imaginé. Mais dans le meilleur des cas, ça ne se passe jamais, jamais, jamais. On parle d'études de marché. Oui, peut-être dans certains secteurs, c'est valable, mais dans le secteur de la santé, c'est pas du tout pareil. C'est lié déjà à la qualité de tes prestations. Donc, beaucoup de théorie. C'est beaucoup de théorie, mais on sait que ça, on se dit que ça marche. Et tu dois C'est payer vraiment cette taxe-là combien de temps après? T'as un délai pour le payer? C'est une année, oui, une année fiscale, oui, c'est un an après. Mais dès la création de l'entreprise, en fait, chaque mois, il faut déjà déclarer un peu, ça dépend, soit c'est mensuel ou trimestriel, mais c'est chaque année, bien évidemment, oui. C'est chaque année. Donc, tu peux te retrouver à payer cette taxe-là avant même d'avoir eu ton premier client. Ce fut le cas chez moi. Ce fut le cas chez moi parce que, en fait, l'anecdote, après, c'est peut-être le problème initial que je viens de dire, c'est de savoir à quelle porte taper. On n'a pas toutes les informations. C'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, comme on le dit, et tout ça, mais souvent, on a envie de bien faire, mais on ne sait pas où se trouve l'information. Et même si on tape, on croit que c'est dans cette structure ou dans cette administration que tu auras l'information, on va te renvoyer ailleurs. Alors, finalement, je me suis attaché au service d'un expert comptable qui connaît bien l'administration, qui connaît un peu ce qu'on va appeler de l'optimisation fiscale. Et oui, ça m'a facilité la tâche sur beaucoup de choses. Parce que en créant ma structure, il fallait dès la création dire que la structure ne vit pas, il fallait faire un courrier pour expliquer à l'administration des impôts et puis une tonne de papier. En fait, je me suis retrouvé à payer ces impôts pendant 2 ans d'ailleurs parce que j'ai eu une structure bancaire qui a voulu bien m'accompagner dans mon projet et puis j'avais besoin ce qu'ils appellent une attestation de situation fiscale. Et là, je me décide d'aller chercher mon attestation de situation fiscale. Et là, l'administration des impôts me dit, mais la structure, elle est créée depuis telle année. Ça fait 2-3 ans que tu n'as pas payé d'impôts. Je fais savoir, mais en fait, je fais un courrier maintenant pour montrer que, en vérité, pour déjà ouvrir une structure de santé, il faut 3 étapes. Il faut d'abord prouver qu'on a l'aptitude, la capacité d'ouvrir la structure, on fait une demande. Et de cette demande, on te donne ce qu'on appelle une autorisation d'ouverture. Et c'est avec cette autorisation d'ouverture que tu crées légalement ta structure et que tu commences à entreprendre les démarches au niveau des institutions financières et autres et que tu réunis le matériel pour ouvrir ta structure. Et quand tout ça c'est fait, on te donne un délai d'1 année avec une capacité de proroger cela encore d'1 autre année, donc 2 ans. Et quand tout ça c'est fait, et quand tu réunis le matériel et tout, tu crées la structure, donc elle existe, il faut que le service technique du ministère de la Santé vienne regarder, dire, en fait, le plateau technique est conforme et tout ça, patati patata, et tu refais une autre demande pour exploiter. En ce moment, on te donne ce qu'on appelle une autorisation d'exploiter. Et tout ce processus-là peut prendre en fait 3 ans, dans le meilleur des cas 4 ans. Il y a des structures qui existent, qui exploitent sans avoir toutes ces autorisations. Mais moi, venant d'une autre, j'allais dire d'un autre pays où en fait il faut que ce soit bien en équerre, comme on le dit, pour fonctionner. Tu te retrouves en fait à avoir toutes ces démarches et en bout de fil ou en fin de course, on te dit ouais, tu as des impôts à payer parce que ta structure existe depuis 3 ans, t'as rien payé et tout. Donc il faut réexpliquer tout ça à l'administration fiscale. Ils peuvent être indulgents ou ils peuvent être difficiles, voilà. Donc là aussi pas de règles. Ouais, mais après de toute façon, dans tous les pays au monde, l'administration fiscale n'a pas intérêt à tuer la poule aux œufs d'or. C'est parce que on est dans un pays où il y a beaucoup de ce qu'on va appeler du travail informel qui sont pas déclarés et autres. Donc il y a beaucoup de fuites au niveau de la fiscalité. Et donc les structures légalement constituées
sont le plus souvent très visibles et donc pistables, comme on va dire, et ils n'ont peut-être pas intérêt à tuer, en tout cas une poule aux œufs d'or, puisque c'est de par nos impôts que certaines choses sont faites. Donc oui, ils peuvent avoir des exonérations, tout dépend des explications. Il y a une règle forcément, mais en tout cas, il y a aussi beaucoup de négociations souvent qui se font. Et socialement, comment ça se passe pour toi, le retour? Pour être honnête, quand je rentrais, moi, je me disais que j'avais pas besoin de réadaptation, pour la simple et unique raison que j'étais fréquent au pays. Donc chaque année, je rentrais. Il y a eu des années où je suis rentré 2 ou 3 fois parce que mes activités associatives et ma volonté d'être un citoyen actif m'amenait à rentrer pour prendre souvent des postures, des positions sur certaines choses. Donc je me disais que j'étais pas dépaysé. Mais c'était des retours de courte durée. Enfin, ce sont des retours de 2 semaines, 3 semaines maximum que j'ai pu faire depuis 99. C'est peut-être 2 mois d'affilée. Et j'ai toujours eu ces amitiés, j'ai toujours eu la famille qui était toujours présente, donc j'avais un lien social, j'allais dire, un peu marqué. Et puis finalement, quand je suis rentré, waouh, je me dis, ah tiens, j'ai perdu beaucoup de choses. Lié peut-être à la triple culture, Sénégal, France et Burkina. Donc oui, les réalités sont peut-être pas les mêmes. Et oui, l'intégration n'est peut-être pas difficile, mais oui, j'ai du mal avec certaines choses. Voilà. J'ai du mal avec certaines choses actuellement. Sur certaines choses, on n'a pas de rigueur. Je parle par exemple de la ponctualité, par exemple. C'est quelque chose qui est très difficile. Je parle de l'aspect d'initiative. Quand tu es dans un projet comme le mien où en fait tu montes tout de A à Z et que tu crois, tu prends du personnel et qui attendent que tout soit servi pour pouvoir travailler sans forcément avoir de l'initiative sur certaines choses. Je me dis il y a un problème. Et puis ouais, je prends il y a tellement de choses, hein. Tellement de choses. C'est tellement difficile. Et je prends une anecdote, par exemple, quand tu lèves le matin et que tu dois aller négocier quelque chose dans une administration, c'est une journée de perdu parce que les interlocuteurs ne sont peut-être pas à l'heure, et même s'ils sont à l'heure, on te fait de porte en porte. Quand tu lèves et que tu dois aller en banque et que quand tu pars en banque en Afrique, en tout cas au Burkina, ouais, c'est une journée, quoi. Tu sais à quelle heure tu as ton rendez-vous avec ton conseiller ou avec ou à quelle heure la banque ouvre, mais tu sais pas à quelle heure tu appliques, quoi. Ça c'est clair. Ce sont des expériences difficiles, très difficiles. J'ai donné l'exemple de la banque, mais je peux te donner l'exemple de comment faire ta carte d'identité nationale au commissariat. En fait, on appelle ça des coups de fil le plus souvent, mais c'est peut-être parce que tu connais quelqu'un, tu l'appelles pour qu'il te dépanne. Donc, en fait, s'il doit te dépanner ou qu'il doit t'aider, en fait, ceux qui sont dans la queue sont peut-être pas servis, mais ils sont là depuis un certain moment. Oui, il y a des coups de queue partout, partout, et c'est devenu une habitude. Et même mieux, c'est que tout le monde le fait peut-être inconsciemment ou consciemment. Aujourd'hui, si tu as besoin d'un passeport parce que tu te dis je connais des gens ou que j'ai pas envie d'aller faire la queue, tu vas appeler quelqu'un qui va forcément couper la file ou couper le processus normal pour qu'on puisse t'arranger. Et en fait, on est dans une gestion au quotidien de certaines choses. Et oui, c'est peut-être tout ça qui ralentit. C'est peut-être tout ça qui ralentit. Nous ne sommes pas encore très informatisés sur beaucoup de choses et donc du coup, dans l'administration, ouais, c'est très lent. C'est très, très lent. Je pense qu'il y a de très bonnes volontés, mais la structure en elle-même, elle est peut-être lourde. Et donc, du coup, ça crée beaucoup de freins. Ça crée beaucoup de freins. Ouais, et ce circuit parallèle, il existe partout, mais partout. Et rien qu'à voir à l'aéroport quand on arrive, et ça encore, on arrive à l'aéroport de Ouagadougou, on fait la queue pour les formalités de police, et puis il y a des policiers que tu verras qui vont venir chercher un tel pour aller passer dans une autre pièce pour qu'il passe rapidement.
ça commence dès l'arrivée, en fait. Et ça, c'est quelque chose, ouais. Ça, tu te dis, il faut apprendre à connaître le monde. Et puis finalement, tu te demandes est-ce que c'est plus rapide que toute autre chose? Parce que tu es peut-être sorti plus tôt de la file et de tes formalités policières, mais tu vas attendre tes bagages comme tout le monde. Voilà. C'est bon. C'est dans la mentalité de se dire que on peut, voilà, je peux décanter une situation en un clic et puis voilà, quoi. Donc les règles en fait ne sont plus suivies et on gère beaucoup de choses au cas par cas. Et dans quoi tu t'es senti tout de suite à l'aise quand tu es rentré? Mais c'est plutôt, est-ce que en jaugeant le pour et le contre du retour que tu te dis, est-ce que j'ai fait un bon choix? Là, moi, j'ai aucun regret. Parce que, bien évidemment, j'ai le sentiment d'apporter un peu plus. On va pas changer la direction du pays en 2 temps 3 mouvements, l'expression qu'on utilise souvent ici, mais à son niveau micro, quand on arrive à impacter positivement certaines choses, quand on arrive à employer des gens, à nourrir des familles, à peut-être faire passer sa vision à 5 ou 6 personnes qui sont dans ton entourage proche et que tu arrives à les soutenir ou à les aider, et pas forcément financièrement, même en conseil et en écoute, souvent. Oui, tu te dis que ouais, t'es peut-être plus utile ici. Au-delà de ma profession de chirurgien dentiste avec le cabinet où j'apporte des soins, où j'essaie de soulager des douleurs, des peines et j'essaie d'écouter. L'autre aspect d'avoir une structure éducative que l'on gère avec 500, 600 élèves et que si dans ces 500, 600 élèves, il y en a 2 ou 3 qui te sont reconnaissants parce que tu as contribué à les forger ou à les former, ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne marque de reconnaissance et d'utilité. Je parlais de moi en disant je suis pas à la recherche de lauriers et autres. Oui, c'est vrai. Mais il y a 3-4 ans, quand j'étais en France, la course effrénée à la notoriété, à montrer que je suis Monsieur X avec XX diplôme, et que quand tu es sur le terrain, en fait, même sans parler de tes diplômes, et que tu arrives à écouter, à impacter positivement 2 ou 3 personnes, on change un peu de paradigme, en fait. On change un peu de façon de voir. On change un peu sa façon d'être dans la société. Voilà. C'est important tout ça. C'est important la notoriété. C'est important de se faire un peu d'argent et beaucoup d'argent même peut-être. Mais après, est-ce que il faut amasser et puis être sur son nuage, ou est-ce qu'il faut se fondre dans la masse et apporter un peu plus? Et là, aujourd'hui, oui, je suis un peu plus équilibré. Je sens que je suis utile. Voilà. C'est peut-être le mot. Je suis utile. J'étais utile peut-être ailleurs, mais là, je le sens mieux. Je suis plus à l'aise. Et puis bon, voilà, par rapport à la France, j'ai un confort, j'ai une qualité de vie qui n'est pas la même. Aujourd'hui, là, je suis au cabinet pour te parler. Il est, je sais pas quelle heure, mais en France, ouais, j'allais être entre mes 4 murs et puis voilà. Il y a quelque chose qui fatigue ici, c'est le social. Autant le social est important, autant il fatigue en fait. Nous arrivons à la fin de la première partie de l'épisode de Yamboulia. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter la deuxième partie tout de suite, elle est disponible.